En 2020, on s'est tous retrouvés confinés chez nous à cause de la pandémie du Covid. Et c'est une gestion que beaucoup rapprochent aujourd'hui de celle de la peste. Pourtant, bien plus récemment, dans les années 80, une autre pandémie frappait l'humanité, celle du sida. Certaines voix criaient alors que Dieu punit la décadence de toute la société et tout le monde a paniqué d'être contaminé sans savoir réellement ce qui se passait. Et alors que la recherche patinait, toute une lutte s'est montée. Aujourd'hui, c'est le SIDAction et c'est l'un des avatars de cette lutte. Une lutte toujours aussi nécessaire, notamment après que le président états-unien ait annoncé l'arrêt de l'envoi de traitements contre le VIH. On est le 5 juin 1981 et la première alerte du sida est émise à Los Angeles. Certaines maladies se développent alors uniquement chez certaines populations. Les hémophiles ou les héroïnomanes par exemple, mais aussi et en immense majorité chez les hommes gays. On ne le sait pas encore, mais leur point commun, c'est le sida. SIDA, c'est l'acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise. Quelqu'un qui est en phase de sida n'a donc plus d'immunité, donc de défense naturelle. Les maladies profitent de cette absence de protection pour se développer. La plus connue, c'est le sarcome de Kaposi, un cancer qui fait des taches sombres sur le corps. C'est ce qu'on voit notamment sur le corps du personnage de Tom Hanks dans Philadelphia. Fin 1981, l'information arrive en France et passe inaperçue en dehors de la communauté LGBT. En 1983, l'Institut Pasteur identifie le VIH, le virus qui cause le sida. Aux États-Unis, les marches de fierté accueillent les malades du sida dans les cortèges dès 1983. Et c'est comme ça que la lutte commence à s'organiser. Des militants se battent alors pour que le virus ne se répande pas et vienne en aide aux malades. Pour distribuer des préservatifs, pour faire des réunions, pour expliquer comment se transmet le virus dans les milieux gays, les milieux de la fête, les toxicos, etc. Il faut une sorte d'éducation populaire pour faire face au virus et à la maladie. Quelques années plus tard, ce sera ACT UP qui est fondé. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent montrer l'inaction, la complicité et les fautes des autorités et du pouvoir. À ce moment-là, tu as des personnes qui crèvent alors depuis des années partout dans le monde. ACT UP, ce sont des actions coup de poing rapides et spectaculaires dans les années 1990. Comme couvrir l'obélisque de la Concorde avec un préservatif géant, s'introduire dans Notre-Dame pour célébrer un faux mariage gay, distribuer illégalement des capotes et des brochures au lycée Montaigne, ou encore aller dans un labo pharmaceutique et l'asperger de sang. Putain, imaginez la gueule de l'édito de Pascal Praud si tout ça avait eu lieu aujourd'hui. Mais déjà, en vrai, à l'époque, ça choque. Pour le pape, par exemple, le sexe est uniquement une activité de procréation, donc il interdit de mettre la capote. À cause de cette propagande criminelle, l'État catholique a condamné des pans entiers de la population à juste crever prématurément et dans la souffrance. Et ça sans parler de son rejet de l'homosexualité. Et cette confrontation fait que, dans les médias, ACT UP est considéré souvent comme une organisation violente et communautariste. Comme les aides aujourd'hui, les militants climat ou antiracistes, c'est pas la même lutte, mais le pouvoir réagit de la même manière. Mais les assos ne font pas que dénoncer l'église catholique, ils dénoncent aussi les labos et l'État. Parce que dès le début de l'épidémie, les laboratoires font payer les traitements très chers. La sécurité sociale rembourse que partiellement, et tardivement d'ailleurs, ce qui remplit les poches des actionnaires des labos. Malgré les morts, les laboratoires défendent leurs brevets et ce au mépris de la vie de millions de personnes au travers le monde. Les traitements qu'ils développent, ils veulent être les seuls à pouvoir les exploiter commercialement et à les vendre. Il y a même des laboratoires qui portent plainte contre d'autres laboratoires qui voulaient distribuer moins cher ou gratuitement certains médocs. Ces médocs vitaux, ils servent à retarder le développement de la maladie à l'époque, parce qu'on peut être porteur du VIH, mais non malade pendant des années avant que le sida ne se déclare. Bref, le militantisme va aller attaquer tout ça clandestinement. Des gens vont se mettre en danger, aller en procès et être condamnés pour alerter dans la fin des années 80 et le début des années 90. Quand le plus gros boulot est fait et que la question est devenue beaucoup plus publique et politiquement correcte, là, des stars viennent aussi soutenir avec le SIDAction. Alors, on est d'accord, c'est opportuniste qu'ils fassent un téléthon du sida et qu'ils mettent un ruban rouge, mais ça aide la prévention et ça a permis de soulever des dons pour la recherche, puisque les labos privés préféraient se gaver de leur thune. La lutte contre le sida est une lutte sociale immense et importante dans l'histoire du monde et de notre pays. Sans les militants, la catastrophe aurait été bien plus importante. Là, les assos mettent l'accent sur la prévention, les dépistages, les traitements et vont réussir à l'imposer au pouvoir public et aux labos. Parce que pour eux, le sida, c'est des chiffres, mais pour nous, ce sont des vies et des besoins. Aujourd'hui encore, si on veut de l'information sur le virus ou la maladie, il faut aller vers ce genre d'association. Grâce à la pression militante, aujourd'hui en Occident, beaucoup de traitements sont
disponibles. Pour les personnes vivant avec le VIH, la vie est plus simple et bien plus longue. Dans les années 80, certains médicaments nécessitaient des prises en pleine nuit. Il y avait beaucoup plus de cachets à prendre à plusieurs reprises dans la même journée. Aujourd'hui, c'est un cachet à prendre une fois par jour et ça évolue encore. Ça a des effets secondaires, mais c'est largement réduit par rapport aux premières molécules. Alors on n'arrive pas encore à combattre le VIH, mais on peut vivre avec et sans le transmettre si on est sous traitement. Pour les gens qui n'ont pas de VIH, en plus du préservatif, il y a ce qu'on appelle la PrEP depuis la fin des années 2010, un traitement VIH préventif pour éviter une potentielle contamination. Ça, c'est en Europe. Par contre, en dehors de l'Europe, le sida reste un fléau. En 2019, il y a eu par exemple 800 000 morts du sida et 3 de ces personnes décédées sur 4 sont du continent africain. Entre 2002 et 2014, le sida est par exemple la première cause de décès à Djibouti. On peut aussi voir sur la courbe d'espérance de vie l'impact de l'épidémie sur certains pays d'Afrique subsaharienne comme le Botswana ou la Zambie. Tout ça à cause du manque de dépistage, d'information et de traitement. Et pourtant, un type comme Trump peut, depuis son fauteuil, décider que finalement, cette épidémie, si elle s'intensifie, c'est pas très grave et refuser d'envoyer des médocs. Parce que la propagande a eu des effets. Des gens ont encore en tête la désinformation autour de VIH. Certaines personnes du monde médical sont encore sur cette posture que le VIH, c'est de ta faute. Des tatoueurs refusent des clients, pourtant il n'y a aucun risque de contamination, et les assurances et les banques appliquent des taux très hauts comme si le VIH était encore mortel aujourd'hui en France. Et en 2020, on a pu voir à quel point la logique appliquée par le pouvoir était exactement la même qu'avec le VIH. Bah oui, avec le Covid, on a fait des profits, d'énormes profits. On garde des brevets, on joue sur la peur, on n'informe pas, et peu importe les morts. L'État français supprimait des postes d'hôpitaux tout en mettant des flics dans la rue pour vérifier des autorisations bidons. Mais le parallèle peut aller un petit peu plus loin encore entre le Covid et le sida et peut même s'étendre à d'autres maladies émergentes. Et pour ça, il faut se poser une question, pourquoi des virus passent à l'humain ? Premier exemple, Ebola. Un virus qui se développe chez certaines espèces de singes. Voilà, c'est un processus qui est naturel et sans intervention, la maladie reste dans son milieu et elle rencontre des espèces barrages qui sont résistantes et qui ne vont pas la transmettre. Sauf qu'avec la déforestation, les animaux bougent et se rapprochent des habitations par exemple. Les humains vont les chasser, les manger et voilà comment Ebola a pu se répandre. Autre cas, après la colonisation, certains animaux sont domestiqués par les colons. Pas de bol, leurs virus eux aussi sont domestiqués. Et c'est ce qui s'est passé avec le virus du Nil occidental, qui s'est d'ailleurs répandu d'autant plus vite que les colonies créent beaucoup de déplacements de population, que les femmes sont prostituées dans des villages pour les colons ou encore les marins. Pour prétendre venir apporter la science, les Européens vont notamment introduire la vaccination pour la population locale avec des aiguilles réutilisables. Vous voyez la catastrophe arriver ? L'ancêtre du VIH, il est présent chez le singe et il passe chez l'humain dans les années 1950. Et vu que les gens touchés, ce sont les populations africaines, puis les homos et les toxicomanes, les labos et les pouvoirs publics s'en fichent. Plein d'agents infectieux se répandent alors à très grande vitesse. On peut penser à la dengue, au chikungunya, à Ebola et donc au Covid. Alors on ne sait pas encore le Covid d'où il vient exactement, si ça a passé la frontière de l'homme ou alors si ça a échappé d'un laboratoire à Wuhan. Tout ce qu'on sait, c'est que même si ça a échappé de ce laboratoire étudiait à la base les processus d'humanisation des maladies. Parce qu'il y a des raisons à l'apparition de ces pandémies. En 1988, la conférence de Washington met déjà en avant les causes des maladies infectieuses, les changements dans les écosystèmes et la raréfaction des structures de santé. D'ailleurs aujourd'hui, Stéphane Morse, qui l'a organisé, il regrette énormément le gâchis du Covid, ce sont ses mots. Lui et d'autres scientifiques ont été interrogés par Marie-Monique Robin pour son livre et son film, La fabrique des pandémies. Ça a été une source importante et ça nous fait envisager un avenir bien plus sombre si on n'intervient pas. Le changement climatique s'accélère et va de plus en plus affecter les écosystèmes. Des espèces barrages aux malades ont déjà disparu en grand nombre et tu as des craintes aussi qui existent de potentiels pathogènes aujourd'hui piégés dans les glaces et d'autres d'apparaître dans des régions surchauffées. De la même manière, la déforestation continue et s'intensifie. Tout ça augmente le risque d'humanisation des maladies et en parallèle, avant, pendant et après le Covid, le système médical a été démantelé, notamment en France. Ce qui fait que collectivement, en vrai, on n'est pas très prêt à ce qui va arriver. Alors même si 1% de mortalité ça paraît peu, une nouvelle pandémie ferait des centaines de millions de morts. Et des menaces comme Ebola par exemple, elles sont déjà là. Et donc c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça. Vous
vous savez, l'État est dans les poches des grandes fortunes et des grands industriels, donc de la pharmacie. On ne peut rien attendre d'eux en matière de santé et pas du tout de la prévention ni individuelle ni collective. On l'a vu il y a 5 ans et il continue aujourd'hui avec la destruction de l'hôpital. Enfin, la destruction de l'hôpital, ça c'est la faute de Poutine d'après Macron, donc là ça va. La lutte contre le sida et le VIH montre qu'on peut faire aussi des choses sans l'État. Et on doit faire des choses sans l'État. Alors en vrai, il faut actualiser, parce que ça date des années 80-90. Et là, maintenant, tu as Internet qui est arrivé. Et c'est un changement majeur de comment est-ce qu'on discute et de comment on s'organise. Mais comme pour le reste, dans la santé, on doit la jouer collective. Alors on ne pourra pas éviter les pandémies à venir, mais il faut nous mettre en travers du chemin qui a été tracé au moment de la pandémie du Covid. Et donc faire ce qu'ils avaient fait à l'époque d'Act Up, c'est-à-dire monter des organisations, discuter ensemble et faire des actions pour transformer concrètement la société. Alors si vous le pouvez, il y a le site d'action en ce moment auquel vous pouvez donner, ça permet de financer la recherche. Et sinon, nous on essaye d'aider avec nos vidéos aussi, et on remercie tous nos donateurs sur Tipeee pendant la cagnotte exceptionnelle qu'on lance cette année. Car oui, tout le travail que vous voyez sur Canard Réfractaire, sur Actu Réfractaire, c'est indépendant. On ne dépend ni de l'État ni des industriels, ce qui nous permet de faire ce genre de vidéos. Et nous on pense que parmi toutes les luttes à mener à l'avenir, celle d'avoir des médias indépendants capables de porter une voix comme la nôtre, c'est indispensable. Et pour vous donner tous les gages de confiance, nous on est totalement transparent dans comment on s'organise et aussi dans notre trésorerie. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.